Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Golasso pour un nouveau podcast sur la formation au Portugal. On va donc parler de formation, on va parler défenseur. Un défenseur qui porte aussi bien ses propres initiales que les initiales du poste qu'il occupe, DC. Alors DC comme défenseur central bien évidemment, mais DC comme David Carmo, le jeune et très talentueux joueur du Sporting Club de Braga. Et pour en parler aujourd'hui, qui de mieux que nos deux férus de la formation, Alex et Mathieu. Comment vous allez les gars? Écoute, ça va très très bien pour moi, tout se passe bien et bonsoir à tous, enfin, tout dépend à l'heure où vous écoutez. Et j'espère que qu'on va vous en apprendre encore davantage plus sur David Carmo, sur ce joueur qui était assez méconnu il y a 2 ans de ça et qui a une progression assez fulgurante. Oui, salut Marquis, salut à tous nos auditeurs, c'est toujours un plaisir. Et pour parler d'un joueur de la formation de Braga, donc ça faisait longtemps, on avait parlé de Pedro Neto et de Trinquant. Pedro Neto qui était plus à Braga au moment du podcast, bien évidemment, mais donc ça fait plaisir d'être là avec vous pour parler de ce joueur que j'aime tant. Alors, comme il est de coutume, on va vous présenter en détail ce jeune joueur qui, on l'espère bien évidemment, sera amené à connaître un bel avenir du côté du Portugal et de son club actuel et de, bien évidemment, ses clubs futurs, parce qu'il y a déjà des rumeurs qu'il envoie un peu à droite à gauche, notamment Manchester United, si Mm. vous avez lu les news ces derniers jours. On va parler donc de son parcours, de ses premières saisons en jeune et avec la B aussi, puis avec l'équipe principale, bien évidemment. On va parler de son profil avec ses qualités et défauts, de sa marge de progression et finalement la question finalement qu'on est en droit de se poser depuis et qu'on se pose depuis finalement un moment nous-mêmes, les objectifs pour l'année prochaine et pour l'équipe nationale principale. Voilà le copieux menu de ce podcast sur David Carmo. Et Mathieu, toi qui es un fervent adepte de Braga, je te laisse nous présenter un peu le parcours du bonhomme. Alors David Carmo, il est arrivé au Sporting Club de Braga à l'âge de 17 ans, en 2015. 16 ans peut-être, ouais, 16-17 ans, en provenance de l'Anadia, un petit club du centre du Portugal, pas loin d'Aveiro, sa ville natale, après être passé plus jeune, très jeune même, dans les échelons de formation de Benfica, où il n'a pas été conservé, et donc il a fait ce club pas loin de chez lui, d'Aveiro, puis en 2015 il a signé au Sporting Club de Braga. C'était une époque où les matchs n'étaient pas télévisés. Les matchs de la formation de Braga, ça arrive que en 2017, donc à la fin de sa saison en 2017. Et donc c'est donc à partir de sa première saison en U19 que je commence à voir David Carmo en compagnie d'un certain Francisco Trincão, d'un certain Moura aussi, qui était dans cette équipe génération 98-99. Un positionnement où il était arrière gauche à ce moment-là. C'était pas le positionnement qui l'a mis le plus en valeur. C'est pour ça que très tôt j'ai pensé que c'était un joueur un peu, voilà, un peu banal, un peu surtout qui correspondait certes vraiment pas à son profil actuel à l'époque, en tout cas du profil qu'on se fait aujourd'hui d'un arrière gauche, et surtout d'un arrière gauche à Braga sur ces dernières saisons. Donc par rapport à des Trinquant et même par rapport à un Moura dans cette équipe-là et d'autres joueurs de 98, notamment un Jean Queiroz qui est parti ensuite à Cologne et tout. C'est des joueurs qui m'avaient plus tapé dans l'œil à l'époque. Et c'est vrai que c'est sa saison d'après en U19, donc la saison 2017-2018, où il arrive, Trinquant n'est plus là, il est promu en équipe B, et on a José Carvalho, son entraîneur, qui fait une saison où Braga finit quand même 4ème du championnat U19, mais avait quasiment toute la deuxième phase failli se battre pour le podium plus que pour le podium. À un moment, ils étaient quand même premiers de cette deuxième phase, donc avec une équipe qui avait pourtant pas de star, puisque la vraie star, enfin, le joueur important et Trinquant n'est jamais revenu dans cette deuxième phase pour jouer cette deuxième phase de U19. Et là, c'est vrai qu'il a été mis au poste de défenseur central gauche cette saison-là. Et cette saison-là, bien sûr, c'était déjà beaucoup mieux. Ça correspondait déjà bien plus à ses qualités, ça se voyait. Et donc, les qualités, on en reviendra tout à l'heure, mais par rapport à son parcours cette saison-là, qui fait ensuite qu'il est convoqué pour le championnat d'Europe U19 en 2018 avec le Portugal, où il est d'abord remplaçant de Diogo Queiroz. Il arrive, enfin, sur le papier, il est censé être quatrième défenseur central, peut-être même qu'il ne va pas à l'Euro si Diogo Leite est appelé, sauf que Diogo Leite n'est pas appelé, il fait la prestation du côté du FC Porto, et la défense centrale de ce championnat d'Europe à la base c'était donc Romain Correa et Diogo Queiroz, et Diogo Queiroz prend ce carton rouge lors du deuxième match face à l'Italie, et c'est l'entrée donc de David Carmo sur le terrain, une place qui ne lâchera pas jusqu'à la fin de cette compétition, comme on le sait tous, le Portugal de U19 génération 99 gagnera,
Et Diogo Queiroz, qui était pourtant le capitaine de cette équipe, ne reviendra pas dans cette équipe en tant que titulaire. Il joue aucun match titulaire jusqu'à la finale face à l'Italie, de nouveau face à l'Italie. Et c'est à ce moment-là où, oui, là on a commencé à se rendre compte que c'était un cas sérieux parce qu'il fait un très 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 bon Euro U19 à partir de ce deuxième match de compétition. Avec des qualités qu'on avait vues en 19, voilà, et qu'on verra ensuite par la suite, voilà, ses qualités physiques, ses qualités dans le duel aérien, même et surtout à la relance, parmi ses grands points forts. Il y en a d'autres, mais on reviendra dessus. C'est un grand joueur. Hein. C'est un très grand joueur, 1m96, donc c'est pour ça qu'il prend aussi pas mal de Et duels aériens. et 91 kilos, quoi, donc c'est un beau bonhomme, c'est un beau bébé. C'est quelqu'un dans ce milieu, en tout cas, au niveau physique. Et donc, sur son parcours jusqu'à U19, voilà, je vais laisser Alex parler de son championnat Europe U19 qui a été très bon, selon moi, et qui a aussi permis au Portugal d'aller aussi loin dans cette compétition, parce qu'il a été excellent. Du coup, oh bah vas-y, Marquis, tu dis. Non, justement, c'était pour te lancer sur le deuxième point, son Euro U19, et puis sa saison 2018-2019 avec la baie de Braga. Alex, on t'écoute. Ouais, Mathieu a quasiment tout résumé. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir jouer plutôt à Braga parce que, comme a dit Mathieu, les matchs de Braga à l'époque n'étaient pas diffusés sur leur chaîne de télévision. Donc c'est un joueur que j'ai découvert avec la sélection, moi, en janvier 2018, si je dis pas de bêtises, lors d'une double confrontation contre la Turquie. Et notamment, c'était la première apparition aussi de João Félix en U19. Du coup, c'est vrai que j'ai pu regarder ce match-là. Et c'est vrai que c'est pas forcément un joueur qui m'avait tout de suite tapé dans l'œil, parce que je le trouvais assez lourd, une gestion de profondeur assez quelconque. Et c'est vrai que je me disais, la génération 99, niveau défenseur central, c'est pas ce qui se fait de mieux, parce que on avait David Carmo, que je trouvais moyen à l'époque, Romain Correa, que je trouvais très moyen, Diogo Terreuse, que je trouve encore très moyen, et un Diogo Leite, qui, quand même, joli pas de gauche, mais voilà, je trouvais quand même une grosse marge de progression. Donc c'est vrai que quand on arrive un peu à l'Euro U19, je suis un peu inquiet parce que, comme dit Mathieu, on part avec que 3 défenseurs centrales. Du coup, on part avec Romain Correa et Diogo Queiroz qui commencent la compétition. Et ensuite, on a un David Carmo qui remplace merveilleusement bien un Diogo Queiroz qui se fait expulser contre l'Italie. Donc voilà, et à partir de là, comme a dit Mathieu, tout est lancé parce que c'était plus du tout le même joueur que j'avais vu contre la Turquie en début d'année. Et là, on voit un joueur imposant, une relance incroyable. Et vraiment, il fait énormément de bien à cette défense. On gagne l'Euro U19, je pense, grâce à l'absence de Diogo Queiroz et à l'arrivée de David Carmo dans notre équipe, dans notre 11 type. Du coup, ensuite, oui, tout s'enchaîne très vite. Donc, il fait la saison d'après, donc la saison 2018-2019. Il a fait entièrement avec la B, Mathieu, si je dis pas de bêtises. Entièrement, ouais. Il est convoqué qu'une seule fois avec l'équipe A face à Porto, mais je sais même pas s'il est sur le banc. Je crois pas qu'il est sur le banc. Il a été convoqué une fois avec l'équipe première lors de cette saison-là. Ouais, donc il te fait toute la saison 2018-2019 avec la B de Braga. Et ensuite, même chose, en 2019-2020, il commence avec l'équipe B de Braga. Et ensuite, on sait tous, janvier 2020, premier match contre Porto, et là, l'histoire est lancée. Et le garçon n'a plus jamais lâché sa place. Donc c'est vrai que c'est une progression linéaire. C'était pas forcément le joueur qu'on pouvait imaginer maintenant. Mais il a eu une progression vraiment linéaire, que ce soit au niveau de son jeu, au niveau de son parcours aussi. Voilà, il a fait vraiment tous les échelons comme il faut. U17, U19, équipe B. Il avait juste fait 2-3 matchs avec les 23, je crois, et ensuite équipe 1 tranquillement. Un seul face à Benfica, il me semble, en U23. Ouais, c'est ça, ouais, il a pas fait beaucoup, il a dû faire 1 ou 2 matchs en U23. Je me souviens de ce match. Ouais, sachant qu'en plus, sa première saison en équipe B, donc c'est juste après le championnat Europe U19, donc il passe pas par les U23, il est vraiment en équipe B, même s'il joue qu'un seul match avec cette équipe U23. Et cette saison-là, pourtant, l'équipe B de Braga descend, et il est titulaire toute la saison, aux côtés d'un Bruno Wilson, et ça fait drôle parce que c'est les deux qui finissent la saison d'après avec l'équipe première, et les deux, en vrai, ont démontré une réelle progression, alors que la défense à ce moment-là, c'était un des gros points faibles, pas par rapport à eux spécifiquement, mais plus l'organisation collective de l'équipe à ce niveau-là. Et Braga descend en deuxième division, il est toujours en troisième division, descend de deuxième division vers la troisième division, il est toujours d'ailleurs, et lui avait fait donc un très 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 bon parcours.
Enfin, elle avait fait elle avait fait une bonne saison, sans plus. Bruno Wilson aussi était revenu à un bon niveau, malgré cette descente. Et Bruno Wilson part à Tondern, et lui reste avec l'équipe B, mais en troisième division. Et c'est là où la progression est linéaire malgré le changement de contexte, où là où il est encore plus fort. Et c'est vrai qu'il y a donc l'arrivée de Ruben Amorim qui va changer les choses, hein. Il a fait quelque chose ça on peut pas lui enlever, de la confiance qu'a donné Ruben Amorim à David Carmo depuis le premier jour en équipe B, et pas forcément seulement en équipe A. Elle était très forte, hein. Il lui a donné le brassard en équipe B l'année dernière très très tôt. Il a fait de lui son joueur pilier en défense, et malgré voilà ce changement de contexte compétitif, il a vraiment encore une fois progressé et démontré qu'il avait rien à faire en troisième division. C'est vrai que si Ricardo Sapinto était resté à cette époque-là, pas sûr qu'il aurait joué de la saison. Et Ruben Amorim, lui, dès ses premiers matchs, donc dès le troisième match, donc face à Porto, c'était le troisième match de Ruben Amorim avec l'équipe A de Braga, le fait jouer, le fait rentrer à la place de Raúl Silva à la mi-temps. Et c'est vrai qu'au bout de 3 minutes, il concède un pénalty face à Maraga. Mais le reste de son match a été très bon. Et c'est là où, oui, c'est un truc qu'on peut aussi remarquer, même actuellement côté Sporting avec Ruben Amorim, c'est cette faculté qu'il a à donner confiance à ses joueurs et à quasiment sortir le maximum de ce qu'ils sont capables de faire très tôt, enfin peut-être pas le maximum, mais à un rendement assez fou très très rapidement. Et ça s'est vu dans toutes les équipes qu'il a eues. Et David Carmo, c'est un peu l'expression de tout ça. Et la confiance qu'il a depuis plus d'un an, il continue à l'avoir, et c'est impressionnant, et ça s'est transposé à cette équipe A. C'est vrai que le rendement de Raúl Silva, qui est aussi gaucher, qui était un peu à la base son concurrent, l'a aidé en quelque sorte, parce que vu le rendement pauvre de Raúl Silva avec Ruben Amorim, forcément David Carmo s'est encore plus installé plus facilement encore. Donc et il finit la saison, et il commence cette saison-là titulaire indiscutable de ce Sporting Club de Braga, et de façon assez logique vu les problèmes même s'il y en a un petit peu moins, je trouve, ça en ce moment, et qu'il y a certains signes qui sont encourageants, loin d'être très très positifs mais encourageants. Mais lui reste plus qu'un signe positif, c'est vraiment quelque chose, une limite, un vrai point fort de cette défense actuellement du côté de Braga. Donc là, on a essentiellement aussi parlé du coup de sa rencontre avec Amorim. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à nous dire. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette impulsion que l'actuel entraîneur du Sporting lui a donnée. Maintenant, on va peut-être rentrer dans une partie un peu plus centrée sur le joueur, et peut-être si un de vous deux arrive à nous expliquer plus en détail quelles sont ses qualités. On sait que c'est un très grand joueur qui gagne beaucoup de duels, qui est aussi très très costaud, mais il y a aussi quand même, je pense, quelques défauts que vous connaissez bien sûr mieux que nous. Comment on arrive à faire un peu la part des choses entre qualité et défaut pour David Carmo? Je vais commencer, après Mathieu me complétera. Je pense que déjà sa plus grosse qualité, c'est balle au pied. Il a une qualité de relance qui, pour sa grande taille surtout, qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que ce soit je cours, c'est quelqu'un qui a une faculté à casser des lignes assez facilement quand même. Et c'est vrai que ça, c'est surprenant. Donc voilà, déjà, c'est pour moi sa plus grosse qualité. Ensuite, dans les airs, bien évidemment, avec son physique, 1m96, 91 kg, un truc comme ça, il est impérial dans les airs. C'est peut-être le joueur qui gagne le plus de duels dans les airs au sein de notre championnat. C'est vraiment, défensivement, c'est vraiment un colosse. Au niveau des tacles, voilà, il fait mal. C'est vraiment quelqu'un qui est très dur à passer. Il est toujours bien dans ses épaules sont toujours bien orientées. C'est vraiment, il a des aptitudes de défenseur à 21 ans qui sont quand même très rares, et qui sont à souligner. Et de toute façon, tu ne deviens pas titulaire à Braga si tu as pas toutes ces qualités-là. Maintenant, c'est vrai que ses défauts, ce serait plutôt tout ce qui est vitesse, gestion de la profondeur. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a du mal encore un peu à gérer sa profondeur, et ensuite, une fois comment dire, qu'un joueur lui prend du vitesse, c'est vrai qu'il a un peu de mal quand même à le rattraper, mais c'est un joueur qui va progresser encore plus, parce que forcément, en plus, bon, on en reviendra plus tard dans une deuxième partie de notre podcast, mais ce type de défenseur, déjà portugais, très jeune portugais, gaucher, défenseur central gaucher, c'est vraiment rare, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est encore convoité par des clubs comme Manchester United, Liverpool. Le PSG à un moment était aussi intéressé, la Roma aussi était très fortement intéressée l'été dernier. Donc
tout ça fait qu'aujourd'hui, Dani Carmo, c'est peut-être le défenseur, le plus gros défenseur, comment dire, à part Ruben Dias, le meilleur défenseur portugais chez les jeunes. Mhm. Et si je Matt- peux. Oui, Ouais, oui, vas-y, je t'en prie. ouais, Alex a fait un très bon résumé. C'est deux des très grands points forts. Voilà, c'est sa relance, c'est sa technique, tout simplement, balle au pied. C'est un joueur qui perd quand même, selon certaines stats, pas mal de ballons dans son camp, parce qu'il prend beaucoup de risques aussi. Il a une capacité de passe mi-distance, à la fois longue, à la fois courte, enfin précise, assez incroyable. Surtout dans ton équipe, quand t'as Paulinho qui est capable de les récupérer et de faire et de les contrôler pour ensuite les orienter. Donc ça aide, mais plus aussi dans la capacité à utiliser la profondeur extérieure avec cette passe longue. Il y a certaines passes depuis le début de saison, notamment face à Tondela, face à Tondela surtout. Je me souviens de deux passes incroyables sur Moura, où voilà, il arrive à varier son jeu depuis son côté gauche, plus axe gauche, oui, avec cette capacité à faire progresser le bloc et à sortir du pressing adverse, souvent grâce à cette très très excellente même qualité de passe rare chez les défenseurs centraux portugais aujourd'hui. Il y a Diogo Leite qui le montre peut-être pas tant que ça depuis qu'il est en senior, et il pourrait faire mieux, c'est ce qu'on dit souvent, mais chez les jeunes il avait aussi cette technique au niveau du jeu offensif au final. Et le deuxième grand point fort en termes de défensif cette fois-ci, c'est les duels aériens. C'est quelqu'un qui... Alors Alex a dit que c'était peut-être celui qui gagne le plus de aériens. J'ai regardé, c'est le 4e il me semble, depuis le début de la saison, depuis donc D'accord, je 7 pensais que matchs. j'aurais plus que Comme ça. c'est vrai qu'il Ok. il a pas joué 2 matchs, les 2 derniers matchs à cause de sa suspension, mais il y avait encore Vertonghen, il me semble, Borevkovic du Rio Ave, qui était devant lui, ou c'est peut-être les duels défensifs, je sais plus, faut que je regarde, mais il était pas premier. Mais c'est parce que la saison a commencé, il y a un échantillon que de 5 matchs, et voilà. Après il y a d'autres points où il est très bon. C'est vrai qu'il dans son intervention quand l'attaquant est dos au but, où là il par son agressivité naturelle, et on en reviendra, arrive à bien récupérer le ballon. Il a un bon sens du timing, sauf quand le joueur par contre là va être face à lui, et là c'est un peu plus compliqué, je trouve. Parfois quand il est dans les 1 contre 1, il arrive son recul frein est pas mal, mais je suis pas encore totalement rassuré quand il se passe comme ça en 1 contre 1. Après c'est un joueur qui, voilà, donc c'est ses timings de sortie de la ligne défensive où parfois il doit encore progresser. Il y a pas mal d'actions déjà en fin de saison dernière où c'était à Rio Ave notamment, où c'était un peu compliqué, même face à Leicester sur Mhm. le premier but encaissé, où il se fait un peu avoir, un peu comme un jeune homme voilà, un peu trop facilement, je trouve. Et voilà, le contrôle de la profondeur aussi, c'est plus un souci de positionnement qu'un souci physique. C'est un joueur comme qui va vite, c'est pas un défenseur lent, je trouve. C'est pas le plus rapide du monde, mais c'est pas un défenseur lent, mais c'est plus une question de positionnement, d'anticipation, d'orientation des épaules parfois en fonction de la position du ballon, où il peut encore mieux faire. Ça, on voyait déjà bien ça là en fin de saison dernière, et là on le voit encore un peu, mais ça tend à se gommer, surtout avec maintenant aujourd'hui aussi un très très bon entraîneur qui l'épaule. Donc il y a pas mal de défauts qu'on voit quand même une certaine amélioration. Et voilà, sur ses principales qualités et défauts qui font de lui, pour moi, d'un défenseur, comme l'a dit Alex, d'une équipe grande, en fait, d'une grande équipe. C'est une équipe qui veut jouer avec un bloc haut, qui veut jouer, Mhm. qui doit anticiper forcément cette transition défensive, et qui doit essayer d'opprimer, en fait, enfin, d'oppresser l'équipe adverse dans son camp. Ça, il va tendre à être un défenseur de ce type-là. Et c'est pour ça que on va y revenir, certains très grands clubs sont intéressés par lui. Il y a cette qualité-là, il y a cette qualité de, ouais, d'avoir cette ligne défensive très très haute, et à la relance bien sûr de faire jouer son équipe. Et ça, c'est vraiment une vraie plus-value, je trouve, dans son jeu. Enfin, c'est même dur de trouver, voilà, un défenseur central portugais aujourd'hui avec sa qualité technique. Donc voilà. Après il y a certes, voilà, il y a tous ces petits défauts qu'on vient d'évoquer, qui sont encore à travailler, et qui font que un transfert, vu les rumeurs qu'on voit sur ces dernières semaines qui sont quand même assez intenses. Bon, après peut-être que Mhm. voilà, le côté anglais avec Manchester United fait pas forcément beaucoup parler, mais c'est vrai qu'un transfert déjà cet hiver serait pour moi encore assez prématuré, et que faire une saison entière, surtout avec voilà, le spectre de la sélection à la fin de la saison, c'est pas impossible, il faut le dire, c'est pas impossible. La concurrence du qu'a fait Ruben Semedo hier, parce qu'on enregistre après le match face à la Croatie, Mhm. plus Domingos Duarte qui est un bon joueur, qui fait une bonne saison, et qui sera peut-être au final peut-être
son principal concurrent, font que c'est pas impossible. On n'a pas un réservoir de fou en défense centrale, on le sait. Il n'y a pas eu beaucoup de progression sur ces 2 dernières années. On était déjà inquiet il y a 2 ans pour la Coupe du Monde 2018. On est 3 ans peut-être après, on est encore inquiet par rapport à ce positionnement. Et lui arrive à point nommé. Exactement. Je voudrais juste rajouter un truc au niveau de ses qualités. Et c'est une personnalité, moi, que j'adore chez les joueurs, c'est au niveau de son caractère. C'est pas un gentil sur le terrain, c'est quelqu'un tu vois que c'est quand même un leader né. Tu vois qu'au niveau de ses tacles, de son caractère, qu'il est là pour faire ses joueurs propres. Hein. C'est à part son carton rouge contre Guimarães, il se prend très peu de cartons rouges d'ailleurs. Mais voilà, même quand on voit contre Guimarães, le garçon ne se laisse pas faire. Il a peut-être 21 ans, mais c'est pas quelqu'un qui se fait marcher dessus. Et moi, je trouve que pour son jeune âge, montrer une telle force de caractère, ne pas être gentil sur un terrain de football, c'est ce que moi j'apprécie en tout cas, et c'est ce qui montre qu'il a vraiment toutes les qualités, du moins toutes les qualités au niveau de la personnalité pour aller très haut. Ouais, c'est un truc qu'il avait. En jeune, il était considéré comme un joueur très très agressif. Ça, c'est. Il semble qu'il avait pris beaucoup de cartons rouges et il prenait beaucoup de cartons jaunes quand il était jeune. Ça tend à s'améliorer, et même si le côté naturel est revenu face à Guimarães, dans le meilleur des moments, j'ai envie de vous dire. Où là, ouais, on a revu ce côté agressif qui me fait penser un peu à Raúl Silva quand il était arrivé au Portugal, côté de Marítimo, où c'était un joueur qui prenait aussi beaucoup de cartons rouges pour des fautes, très 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 moches. Faut pas se le cacher. Et là, c'était un peu le cas face à Edwards, même si peut-être il prend le carton rouge peut-être plus à cause de la bagarre après. Mais voilà, c'est un truc après ça se voit dans son jeu, son côté agressif, dans le côté positif de l'agressivité, où c'est un joueur qui veut rien laisser à ses adversaires et qui est très déterminé. Et ça va. Voilà, il a 21 ans et ça, j'ai aucune inquiétude que ça va. Si en plus ici dans un grand club, que ça va se gommer et qu'il perdra plus cette concentration parfois par rapport à ce surplus d'agressivité. Mais c'est un joueur qui à l'époque prenait pas mal de cartons bêtes à cause de ça, qu'il est considéré comme un joueur très agressif, même aux entraînements, pas mal d'interviews avec ses coéquipiers ou à l'entraînement, on le surnommait avec des petits surnoms pas très sympas par rapport à ça. Donc voilà, mais c'est un joueur qui, je suis d'accord avec Alex, démontre quand même plus cette agressivité d'une facette positive avec cette facette positive dans son jeu depuis qu'il est en équipe A de Braga. Donc c'est un joueur, alors effectivement qui évolue à un poste où on est très très peu fourni en sélection. Pour moi, c'est avec le poste d'avant-centre, pour moi c'est le poste qui me préoccupe le plus actuellement. Quand on voit une équipe comme la France par exemple qui a un vivier juste incroyable à ce poste et que nous on doit pas se taper des vieux briscards parce que finalement dès qu'il y en a un qui est plus là, c'est plus du tout pareil. Mais voilà, de se dire qu'on a très peu de joueurs à ce poste et de futurs très grands joueurs à ce poste, moi ça m'inquiète. Mais quand je vois voilà des Diogo Leite, alors pas forcément maintenant, mais peut-être avant, mais quand je vois voilà David Carmo qui arrive aussi bien, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus d'attentes à ce poste. Enfin moi j'ai beaucoup plus d'attentes à ce poste que dans d'autres postes. Et la question de se dire, c'est est-ce que sa marge de progression, elle est envisageable pour que David Carmo atteigne un niveau peut-être similaire à celui de Ruben Dias actuellement et que ça puisse être une paire de centraux qu'on pourra avoir à l'avenir au Portugal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je dirais, atteindre le niveau de Ruben Dias, ça me paraît très compliqué, tellement celui-ci est quand même fait partie aujourd'hui peut-être des 10 meilleurs défenseurs centrales du monde. Maintenant, atteindre un très grand niveau, j'en doute pas, parce que c'est, comme on dit depuis le début du podcast, c'est le joueur qui progresse sans cesse. C'est pas forcément un joueur sur qui on avait peut-être misé au début, et au final, aujourd'hui, il est tout proche de la sélection nationale, on déplaise à Louis-Georges. Donc, ouais, non, non, on parle pas, mais donc, ouais, non, c'est pour moi vraiment, il a toutes les qualités pour aller très haut et surtout sur ses rumeurs en Angleterre. Pour moi, il a vraiment toutes les qualités pour jouer en première ligue. Jouer à Uruguay qui adore le contact, qui adore la chair humaine. Donc oui, je pense qu'à moyen terme, il y a de fortes chances qu'il s'impose en sélection parce que, comme tu dis, le vivier n'est pas extraordinaire. Je pense que c'est peut-être dernière compétition pour Fonte, c'est peut-être la dernière compétition pour Pep, même si je pense que celui-ci peut encore pousser jusqu'à la Coupe du Monde 2022.
Mais Mhm. c'est-à-dire on a une possibilité de perdre comme deux défenseurs importants au sein de notre sélection. Et quand tu vois que derrière, un Ruben Semedo ne rassure pas, un Domingo Duarte, bah, faut peut-être voir encore dans un club au-dessus que Grenade. Donc voilà, oui, donc le premier nom qui nous vient en tête, c'est David Carmo, parce que Diego Leite, malheureusement, est considéré comme le cinquième défenseur de Porto, quasiment. Et Diego Leite, je suis plus inquiet pour un Diego Leite qu'un David Carmo, largement, Mhm. surtout que c'est à peu près le même profil, défenseur axe gaucher. Donc oui, je pense qu'à moyen terme, dès après l'Euro, je pense qu'on verra un David Carmo qui va intégrer la sélection portugaise. Mhm. Toi, tu voulais justement revenir sur un potentiel transfert, Mathieu, en Angleterre. Ouais, c'était longtemps, enfin ça fait longtemps, non, ça fait quelques semaines, depuis la rumeur, première rumeur Manchester United, et ça m'étonne pas, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de data aujourd'hui, et t'as pas mal d'analystes anglais professionnels ou un peu amateurs qui ont fait pas mal de sujets par rapport à ça. Bah déjà là, à l'écran, si vous regardez sur YouTube, bah, il y a différentes stats qu'on a sorties par rapport à certains points, donc le duel aérien notamment, tout ce qui est duel aérien, tout ce qui est passe longue, dégagement, tout ça, où il est un, au Portugal cette saison à un excellent niveau. Et c'est vrai que aujourd'hui il y a toute cette problématique enfin on parle beaucoup de la donnée, surtout en Angleterre avec l'actuel centre de performance de Liverpool à ce niveau-là. On en a parlé avec Jota, et c'est à peu près le même, enfin c'est à peu près le même cas aujourd'hui. C'est ce côté qu'aujourd'hui avec la data, on va réussir à identifier des profils et en fait à faire une première sélection assez exhaustive sans pour autant directement aller voir en vidéo tous les joueurs, mais on va déjà quand même arriver à identifier un profil Ça fait un gros écrémage en quelque sorte. ouais, c'est ça. Et c'est la première écrémage Mhm. assez spécifique, et on arrive à trouver enfin, déjà à faire une petite shortlist assez cohérente. Là, j'ai repris le passage d'un analyste anglais qui travaille chez Metrica et qui a travaillé pour West Ham, qui s'appelle Sancho Quinn, et qui a fait une sorte de, de, les similarités des caractéristiques de Van Dijk avec quasiment tous les défenseurs centraux en Europe aujourd'hui. Et David Carmo, dans les moins de 21 ans, était le premier actuellement. Parce que c'est vrai que sur le profil, tu vas commencer à faire ta première sélection avec les duels aériens gagnés. Ça correspond un peu à ce que fait Van Dijk aujourd'hui. Tout ce qui va être progressif passe, donc toute cette capacité de relance, que ça soit courte, que ça soit longue, on a remarqué aussi que David Carmo était parmi les meilleurs au Portugal et parmi les meilleurs en Europe à ce niveau-là, dans ce côté-là. Et c'est vrai que quand on fait ce premier écrémage, on se rend compte Mhm. qu'il est en Angleterre, et il va finir, dans en haut de ses premières shortlists. Et c'est pas étonnant qu'il se retrouve là. Et après, bien sûr, il y a toute la phase qui va être donc d'analyse du joueur. Là, ça soit avec les différents logiciels de vidéo qu'on a comme Wescout, Instat, où les clubs vont commencer à l'observer de plus près par rapport à d'autres comportements, des comportements qu'on ne peut pas analyser. Enfin, on peut aujourd'hui faire beaucoup de choses avec les stats, mais il y a certains comportements qu'on ne peut pas analyser, surtout défensifs, c'est plus compliqué qu'offensif Mhm. par rapport à certaines métriques. Et après, il y a le côté voir le joueur en live pour essayer de voir si c'est le joueur parfait pour le club. Et c'est pas étonnant, moi je trouve que vraiment pas étonnant, déjà par rapport à ses caractéristiques, on le voyait, mais par rapport à toutes ces données-là que les Anglais parlent de lui aujourd'hui, que ce soit à Manchester United ou même que ce soit à Liverpool. Là, l'article que j'avais trouvé, c'était à peu près 80% de similarité avec le jeu de Van Dijk sur sa saison Mhm. dernière. Il y avait d'autres noms, notamment Zohir Fedal qui joue au Sporting, mais sur sa saison 2018-2019, pas la saison dernière, par rapport à ses caractéristiques. Et voilà, ça permet de mettre un peu de lumière sur cette première méthode de scouting de plus en plus répandue, qui, voilà, et surtout dire que c'est pas la data aujourd'hui, ça va pas être une moyen de, de prendre la décision finale, mais c'est surtout en réalité de gagner du temps sur le premier jet de shortlist, Mhm. et, et arriver, et surtout à déjà bien identifier certaines caractéristiques de profil. Là, de toute façon, tout ce qui est duel aérien, tout Mhm. ce qui va être passe, progressive passe, donc surtout passe longue, passe courte, ça s'appelle des event data, donc que des données d'événements, et c'est facile à avoir, et au final, c'est facile limite à faire une première shortlist. Après, pour tout ce qui va être tracking data et tout, ça sera peut-être plus
pertinent pour la suite, mais ça va être c'est plus dur à avoir, mais les clubs les ont. Mais après, c'est quand même mieux toujours de, enfin c'est même mieux, ils font tout ça. C'est le côté voir le joueur en direct et ça, on verra après si les transferts se confirment. Il y a quand même de sacrées grosses rumeurs. C'est vrai que la Roma a proposé 17 millions d'euros quand sa clause était qu'à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, il a prolongé la semaine dernière, donc c'est un vrai bol d'air frais pour moi parce que la clause à 20 millions d'euros, vraiment, je pense qu'elle aurait été, elle peut sauter. J'ai peut-être même étonné qu'elle saute pas l'été dernier, parce qu'à 20 millions d'euros, tu peux encore faire le pari. Voilà, 40 millions d'euros, je pense que les clubs vont réfléchir un peu plus, et oui, ça sera un joueur qui va sûrement, je sais pas si je prends beaucoup de risques là-dessus, mais je pense que oui, il peut du côté de Braga, battre assez facilement le record de transfert de Trinquant de 30 millions d'euros et d'atteindre cette clause donc de nouveau, qui sera donc à 40 millions d'euros, la plus grosse clause de l'histoire d'un joueur de la formation de Braga. Toujours, du coup, en parlant de marge de progression, donc c'est un peu la dernière question qu'on se pose tous pour l'instant, en tout cas ce soir. C'est les objectifs qui peuvent être. Donc, on parlait éventuellement bien de l'Angleterre, que peut-être un bel avenir lui est promis si, comme Alex l'a dit avant, s'il continue à gravir les échelons comme il l'a fait comme il le fait déjà depuis un certain temps. Et maintenant, si on parle d'objectifs un peu plus concrets et sur le court moyen terme, est-ce que on pourrait voir David Carmo à l'Euro 2020, enfin 2021 du coup, et pour la A du coup, pas pour nos U21. Bah, je pense que malheureusement, ça me semble compliqué étant donné qu'il n'a pas fait partie de cette liste. Il faudra peut-être suivre attentivement la liste de mars. Peut-être qu'on a le droit à une surprise et notamment avec l'appel de David Carmo. C'est peut-être ce que je souhaite parce que c'est un défenseur quand même qui apporte pas mal de garanties, peut-être plus de garanties qu'un Ruben Semedo. Mais comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, il est peut-être en concurrence encore avec un Domingos Duarte qui reste quand même très bon en Espagne, dans, dans, dans peut-être l'un des meilleurs championnats du monde. Donc voilà. Pour l'Euro cette année, j'ai quelques doutes. Pour la suite, clairement. Et après, bah, pour ce qui concerne le club, je souhaite de tout cœur quand même qu'il reste encore cette saison à Braga, qu'il finisse la saison à Braga. Peut-être même encore faire encore une saison à Braga, c'était encore l'idéal pour lui de faire 2 saisons complètes et une demi-saison, ça fera 2 saisons et demie à Braga. Un Portugais, c'est déjà très bien parce qu'aujourd'hui, on sait qu'un jeune Portugais qui est performant en Liga NOS, au bout de 6 mois, 1 an, ça part ailleurs. Donc voilà, si David Carmo peut faire 2 ans et demi à Braga, ce serait vraiment l'idéal pour lui. Maintenant, s'il devrait partir la saison prochaine, l'objectif à atteindre, ce serait évidemment le club, c'est Mathieu va pas me contredire, hein, c'est d'être champion du Portugal, ce serait l'apothéose, de finir comme ça. Et ensuite, d'aller le plus loin possible en Europa League parce qu'on sait que forcément, tout ce qui est Europa League, Ligue des Champions, ce sont des compétitions internationales et donc c'est là où il faut se montrer au plus grand club. C'est la meilleure c'est la meilleure des choses, c'est de faire des gros matchs lors de ces compétitions pour pouvoir se montrer. Et voilà, donc on souhaite de tout cœur que Braga aille le plus loin possible pour que David Carmo progresse, parce que on progresse aussi dans ce genre de match, dans les gros matchs, et ensuite qu'il se montre à des très clubs comme Liverpool, Manchester United, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, je te laisse compléter, Mathieu. Toi, qu'est-ce que tu en penses pour cet Euro 2021, parce qu'il va se dérouler en 2021? Parce que finalement, on est au moins d'accord que s'il n'est pas appelable avec la sélection première, comme tu le disais, Alex, c'est peut-être plus compliqué. Au moins, il devrait être avec les U21. Bon, ça, c'est un débat qu'on a déjà eu hier, effectivement, mais voilà, finalement, bah, si Rui Georges n'en profite pas, est-ce que pour toi, Mathieu, Fernando Santos devrait en profiter? Ben, aujourd'hui, comme on l'a dit souvent, on va pas revenir sur le cas des U21, on l'a évoqué déjà plusieurs fois, et ouais, ça reste un acte criminel, mais il y a peut-être que Fernando Santos qui peut réparer cela, parce qu'aujourd'hui, oui, si sur un rassemblement comme ça, à moins de pas appeler un quatrième défenseur central, si tu as un blessé, et peut-être de faire confiance à Danilo à ce poste-là, si tu avais eu un Domingos Duarte ou Ruben Semedo blessé, bah, c'était lui. Aujourd'hui, c'est sûrement dans la shortlist des. Enfin, pour moi, il est même peut-être pas au-dessus d'un Domingos Duarte. Enfin, après, je regarde pas assez de ses matchs à Grenade, donc je peux pas vous dire. Mais ça fait qu'un an qu'il performe. C'est vrai que c'est un poste où on a des carences en termes en termes de quantité. C'est vrai qu'au bout d'un an, tu peux te retrouver voilà, dans les 5-6 meilleurs défenseurs
défenseur portugais à ce poste-là, donc ça montre quand même les carences quantitatives. Et voilà. Donc enfin, je suis d'accord avec Alex, c'est plus le profil de joueur qui serait bien en sélection après une compétition internationale comme l'Euro. Ou la première Mhm. sélection de septembre, ça dépend de ce qui se passera à l'Euro. Mais oui, c'est un Fonte qui prend sa retraite internationale après ça, ou Pep, on ne sait pas. Forcément, il va falloir quand même faire un peu de renouvellement. Et t'as un défenseur qui attend que ça, qui est peut-être prêt, en tout cas qui, je pense, qu'en septembre prochain sera prêt. Après, pour l'Euro, oui, ce sera compliqué, ce serait une énorme plus-value pour les espoirs, mais bon, voilà, dommage. Et pour les A, bah, ce serait, je sais pas, là, il reste 7 mois, ça dépend de la saison de Braga, ça dépend de pas mal de choses. Moi, ça me ferait plaisir, mais j'avoue que j'ai du mal à l'envisager pour l'Euro 2020. Après, ça dépend de sa courbe de progression. Elle a été linéaire et tellement fulgurante sur cette dernière année, et même sur cette dernière année et demie. Il y a un an et demi, il joue encore en troisième division portugaise. Aujourd'hui, il est largement au niveau Mhm. de la Ligue Europa, donc voilà, donc attendons, mais ça peut aller vite, mais c'est vrai qu'à l'instant T, en ce 18 novembre, c'est pas forcément envisageable, et c'est vrai que Santos, c'est pas de faire rentrer un David Carmo qui joue pas dans un des trois grands au Portugal. Bon, voilà, j'ai peu d'espoir. Après, on ne sait jamais, une blessure, un truc qui arriverait dans 7 mois, et tout peut changer, ça dépend aussi de la saison, mais c'est vrai que quand on voit les performances de Romain Semedo, même de Fontaine en sélection face à la France, bon, bah, on peut se poser des questions par rapport à si vraiment David Carmo montre un niveau en club largement meilleur, Mhm. bon, bah, ça sera peut-être un peu compliqué de pas l'appeler, on verra. Mais en tout cas, Mhm. il fait partie des prétendants, et si on veut rester dans une logique peut-être un peu plus voilà, une logique un peu plus qu'on verrait un peu plus normale, bah, ce serait plus, oui, à partir de septembre 2021, après l'Euro 2020 en 2021. Mhm. Ce qui, voilà, comme tu l'as dit, ça peut aller très très vite. Finalement, on n'est pas à l'abri d'avoir pourquoi pas une belle surprise d'ici mars. Ce qui va aussi très vite, c'est le temps avec vous, puisqu'on a déjà passé la bonne demi-heure sur David Carmo, ce qui est finalement très très bien, parce que comme ça laissera pour les auditeurs pardon, de pouvoir en apprendre davantage. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de plus à rajouter sur ce super défenseur central. J'ai quelques petits trucs à rajouter, je sais pas si Alex, quelques... Vas-y, Mathieu, je te compléterai au pire Ouais, après. bah, c'est par rapport à la progression, c'est vrai que j'avais souvent dit que Trincão était enfin, le grand symbole de la formation de Braga aujourd'hui, et c'est vrai, voilà, Mhm. c'est le joueur formé au club, enfin, le contrat pro le plus jeune de l'histoire du club, peut-être dépassé maintenant avec Denis Gama, qui a 16 ans, donc je sais plus exactement, mais en tout cas, ouais, c'était un joueur avec un processus linéaire par rapport à Trincão, mais en réalité, il faut pas se le cacher, on se sentait déjà, oui, à 16-17 ans, que ce garçon était prédestiné à partir de Braga, quand on ne sait pas trop, mais à partir de Braga, il est le plus gros transfert de l'histoire du club. Mm. Donc, c'est même si il était à Braga depuis 10 ans, et donc bien sûr que quand il avait 10 ans, il avait des défauts, et qu'il les a bien rectifiés, mais que ça compensait par rapport au talent incroyable qu'il avait. On sentait que même s'il gommait pas tous ses défauts à 10 ans, à 15 ans, il serait parti quand même pour d'autres cieux assez rapidement, vu le talent qu'il avait balle au pied. David Carmo, par contre, c'est autre chose. David Carmo, c'est un Ouais, joueur qui a vraiment clairement. progressé. C'est peut-être encore plus une victoire symbolique pour la formation de se dire que ce garçon-là, on l'a récupéré, et qu'il n'était pas prédestiné à être là aujourd'hui, à peut-être être en sélection. C'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était impossible pour moi de se dire qu'à 21 ans, il pourrait postuler à la sélection. Donc c'est vraiment une vraie progression, une progression logique. Le fait de l'avoir gardé l'année dernière, et de ne pas l'avoir prêté par exemple en D2 avec Moura, comme Moura à l'Académica, même si pour moi ça a plutôt bien marché, mais de l'avoir conservé, de l'avoir gardé, de l'avoir mis euh, progression linéaire malgré le fait que l'équipe soit descendue en troisième division l'année dernière, ça a été une parfaite intégration, donc une parfaite gestion de la part des dirigeants de la formation et du club pour l'intégrer au bon moment, grâce aussi à Maureen à l'époque en équipe première, et de l'avoir fait progresser. Et ça, je trouve que et même avec le Camora, où on vient d'apprendre qu'il s'est blessé pour 6 mois, le pauvre, donc sur le papier, c'est un peu le même cas aussi. C'est des joueurs qui n'étaient pas prédestinés comme Trinquant à être en équipe, même en équipe première de Braga, ou en tout cas d'être limite des titulaires actuellement.
Et aujourd'hui, il démontre une vraie constance, une vraie progression, et même des capacités à atteindre le très haut niveau. Et ça, c'est pas ce qu'on aurait pensé il y a encore 3 ans pour ces deux garçons-là. Mora, on va falloir attendre encore un peu et voir comment il se remet de sa blessure. Mais les Carmo, c'est vraiment, quand on y repense, vraiment impressionnant. Et donc, c'est pour moi encore si en plus il part pour 40 millions d'euros équivalent le transfert de Trincão, ce sera encore pour moi un plus grand symbole que le départ de Trincão au Barça l'été dernier, en termes de formation du côté de Braga. Ouais, clairement, et si je peux, c'est exactement ça, et si je peux compléter, c'est ça, c'est que chez les jeunes, on n'a pas toujours des cracks voilà, tu vois, au premier coup d'œil, bon, lui, c'est sûr qu'il joue en une, etc. David Carmo, c'était vraiment l'inverse, on pouvait difficilement imaginer ça. On savait que, bon, il avait quand même le talent pour un jour peut-être jouer, être un bon joueur de Ganos, mais arriver à ce niveau-là, d'être un joueur d'Europa League, c'est vrai qu'on s'y attendait pas, et c'est vrai que ça, c'est très souvent le cas chez les jeunes, c'est d'ailleurs plus souvent le cas qu'un Trincão, qu'un joueur Phoenix, qu'un joueur qu'on a à 15 ans, 14-15 ans, tu vois directement que c'est un crack qui jouera dans un très gros club plus tard. Mais si je devrais compléter un peu ce que disait Mathieu, c'est faire confiance à la formation, notamment les deux gros auxquels je pense. Voilà, on a vu Braga ou surtout Amorim qui voilà, n'a pas hésité à faire confiance à un joueur qui était peut-être pas encore tout prêt pour le haut niveau, mais voilà, il sentait qu'il pouvait apporter quelque chose d'autre qu'un Rui Silva, par exemple, qui joue au même poste. Et il n'a pas hésité à le mettre, et au final, ça lui donne entièrement raison. Et moi, c'est un peu mon combat, parce que je trouve qu'au Portugal a encore du mal à faire confiance aux jeunes. On attend que le joueur soit prêt, totalement prêt, etc. À la limite un Trincão ou un João Félix, etc. Mais voilà, comme j'ai dit, on est pas, tous les jeunes ne sont pas tous des Trincão ou des João Félix. Il y a forcément des erreurs à un moment chez un jeune. Je prends le cas de Kimpembe, quand il arrivait au PSG, c'était erreur sur erreur. Et au final, aujourd'hui, on voit que c'est peut-être le meilleur défenseur central français en activité. Donc non, je continuerai à dire, les entraîneurs, faites confiance à l'information. Si vous sentez que ce joueur est peut-être meilleur qu'un joueur déjà en place dans votre équipe, faut pas hésiter à le lancer. Et voilà, ce sera mon petit mot de la fin sur ça. Ouais, juste un tout dernier mot, Marquis, avant de conclure. Par rapport à ce qu'a dit Alex, c'est exactement ça. C'est pour moi, par exemple, le centre de formation du Sporting reste une référence absolue par rapport à ça. C'est-à-dire que ils ont eu ces dernières années des cracks, enfin, des joueurs vraiment à très 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 fort potentiel. Ils en ont encore, notamment avec Joelson. Mais tu prends aujourd'hui les cas d'un Domingos Duarte, tu prends le cas d'un Paligne aujourd'hui, tu prends le cas même de plus tard d'un Eshgai ou d'un Wilson Eduardo. Ces garçons-là, c'était pas des prédestinés à faire des très bonnes carrières, enfin des grandes carrières. Mais au final, actuellement, ils font des bonnes carrières. Et c'est ça aussi, c'est la qualité de la formation qu'on leur a donnée, je pense, du côté du Sporting, qui leur permettent d'arriver à ce niveau-là. Ils ont eu des très 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 bons joueurs, des William Carvalho, des Rui Patricio, si on monte plus loin. Même Rui Patricio, peut-être à l'époque, je ne suis pas exactement les jeunes à ce moment-là, mais peut-être pas. Mais en tout cas, tout ce qui est Paligne, ou les Wilson Eduardo, qui au final fait une bonne carrière par rapport à ce qui était prédestiné au début. Eshgai, n'en parlons pas, on sait tous que c'est loin d'être un crack, balle au pied. Et aujourd'hui, il fait une super carrière, je trouve, du côté de Braga. Donc merci au Sporting, parce qu'on leur relance quand même pas mal de leurs joueurs. Mais c'est aussi grâce à la formation qu'ils ont reçue, j'en suis convaincu. C'est la qualité de cette formation qui font que des joueurs qui, en jeunes, ne sont pas forcément les plus tape à l'œil, au final, à la fin, on se rend compte comment la carrière, ils sont quand même sacrément utiles, et comme ils ont des qualités qu'on ne trouve pas partout, notamment souvent Wilson Eduardo, un profil vraiment très, très atypique, même Eshgai. Et ça aussi, c'est vraiment un point dans le côté formation, c'est que tous ces joueurs-là, après, ne sont pas forcément destinés à finir dans leur club professionnel. Ils ne sont pas forcément destinés à être à Benfica, à côté Porto, au Sporting, mais ils sont destinés à alimenter soit les championnats étrangers, mais notamment le championnat domestique, pour permettre aussi une élévation une élévation du niveau par rapport à la formation qu'ils ont reçue, par rapport à la bonne formation qu'ils ont reçue. On le dit, on le répète, les éducateurs au Portugal sont d'une très très grande qualité, et ça se démontre aujourd'hui, pas que dans les 4 grands centres de formation aujourd'hui, mais partout. Et voilà, on a un Diogo Jota qui a jamais connu ces centres de formation-là, qui fait une très bonne carrière aujourd'hui. Bruno Fernandes n'a jamais connu ces centres de formation-là, et vit une très bonne carrière aujourd'hui. Donc voilà, c'est par rapport à la qualité de nos éducateurs et par rapport à cette faculté que tous les joueurs ne sont pas prédestinés à être des cracks, mais qu'avec une très très bonne formation, ils peuvent faire de très très bonnes carrières.
Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup aussi à toi Alex pour toutes ces belles précisions sur David Carmo. C'est vrai que c'est un joueur que je connais plus ou moins bien parce que mon club l'affronte maintenant depuis bientôt un petit moment et c'est vrai qu'on n'a pas connu Et plusieurs fois par saison en plus. et plusieurs fois par saison, et puis ça n'a jamais été très glorieux, à part la première journée de cette saison. Enfin bref, c'est vrai que j'en ai appris beaucoup grâce à vous, et puis voilà, j'espère que vous, les auditeurs et auditrices, bien évidemment, vous allez en apprendre beaucoup. Je sais pas si vous avez un ultime mot de la fin, sinon, Moi, c'est bon pour moi. si c'est tout bon, on fait quand même la petite pub habituelle. N'hésitez pas à consulter notre site internet, www.golasso.fr. On va essayer aussi de se remettre un peu à l'écriture. Il y a aussi de très bons articles qui sont parus récemment. Golasso sur Facebook, sur Instagram _Golasso, sur Twitter Golasso_TV et sur YouTube et Twitch Golasso. Tout simplement. Voilà pour moi. Je pense qu'on a tout dit, on est tout bon. Et puis tout ce qui me reste à vous souhaiter les gars, c'est une très bonne soirée et puis une très bonne écoute à vous quand vous nous écouterez. Et sinon, très bonne soirée. Au revoir. Ciao. Ciao.